Imaginez une usine colossale. 5. Des milliers d'ouvriers travaillant jour et nuit sous un vacarme assourdissant d'acier et de presse géante. 1.5. Toutes les quelques minutes, une immense pelleteuse d'un rouge flamboyant sort des chaînes de montage. 5. Prête à creuser la terre sur tous les continents. 1.5. Poquelin n'était pas juste un simple constructeur. 5. C'était le dictateur absolu du marché mondial du terrassement. La fierté incontestée et surpuissante de la France industrielle. 1.5. Le silence absolu, le vacarme s'est tu. Le rouge vif a été impitoyablement gratté, effacé. 5. Puis recouvert par un jaune étranger. 1.5. L'âme entière d'une dynastie ouvrière a été brutalement avalée par la froideur d'un conglomérat. 5. Comment un empire mondial, qui dictait ses propres règles à toute une industrie, a-t-il pu s'évaporer si silencieusement? 5. Comment un chef-d'œuvre de l'ingénierie mécanique a-t-il été sacrifié, non pas par manque de talent, mais sur l'autel de la cupidité financière internationale? Chapitre 1. Une graine dans la terre agricole, 1.5 l'année 1927. La terre de Picardie est lourde, grasse, difficile à travailler. La Première Guerre mondiale a laissé les campagnes françaises exsangues. Les tranchées ont englouti une génération entière de travailleurs. 5. Les bras manquent cruellement. Les chevaux s'épuisent sous l'effort constant. Dans les champs immenses. 5. Le travail reste une punition physique quotidienne. C'est dans ce monde rural. 5. Très loin des salons bourgeois de Paris et des réunions feutrées des banques d'affaires que cette histoire commence. 5. Elle ne naît pas dans une tour de verre financière. Elle naît dans la boue, la sueur et la nécessité. Georges Bataille connaît cette terre intimement. Il n'est pas un ingénieur diplômé des grandes écoles prestigieuses. 5. Il est avant tout un fils de la campagne, un mécanicien pragmatique. 5. Un homme qui écoute le bruit des moteurs et qui regarde les hommes transpirer sur leurs outils. Il comprend une chose simple et brutale. 5. La force humaine a des limites strictes. L'agriculture française a désespérément besoin de muscles d'acier pour survivre. 1927 prend une décision fondatrice. Il fonde une petite entreprise. Il s'installe au Plessis-Belleville, une commune située à quelques kilomètres seulement de Crépy-en-Valois. 5. Le nom de l'entreprise vient simplement du lieu-dit de son terrain, la mare à poche, qui donne le nom Poquelin. Le début est extrêmement modeste. 5. Le premier atelier sent fortement la graisse, le fer chaud et le cambouis. Bataille ne rêve pas encore d'un empire industriel mondial. Il veut juste régler des problèmes immédiats pour ses voisins. 1.5. Il commence logiquement par réparer les équipements agricoles. 5. Les tracteurs tombent souvent en panne. Les charrues se brisent violemment contre les pierres enfouies. Bataille répare chaque jour. 5. Il observe attentivement. Il comprend très vite que la simple réparation ne suffit plus. Il faut absolument innover. 5. Il se met alors à fabriquer des remorques agricoles. Des remorques extrêmement robustes. Elles doivent être capables de supporter les charges immenses des récoltes de betteraves et de blé. Le succès est immédiatement au rendez-vous. 5. Ces remorques se vendent très bien. La solidité et la qualité Poquelin deviennent rapidement une référence locale incontournable. Mais Georges Bataille ne s'arrête pas là. Il regarde les ouvriers agricoles charger les betteraves à la fourche. Un travail harassant. 5. Une tâche répétitive, lente, destructrice pour les dos et les articulations. Comment soulever des charges beaucoup plus lourdes? Comment aller nettement plus vite pour gagner en productivité? À cette époque précise, la force mécanique lourde repose sur un principe totalement archaïque. Les câbles d'acier, les poulies, les treuils complexes. 5. Si un entrepreneur veut soulever une grande charge de terre, il utilise une excavatrice à câble. C'est un système extraordinairement lourd. 5. Imprécis par nature. Surtout, c'est extrêmement dangereux pour les opérateurs. Les câbles s'usent rapidement, s'effilochent sous la tension. 5. Et se rompent avec un bruit de coup de fouet mortel. La précision d'exécution est virtuellement inexistante. 5. Le godet tombe uniquement par la force de gravité. Il arrache la terre avec une brutalité aveugle. 5. Bataille regarde ces énormes monstres de métal gesticuler avec maladresse sur les chantiers. Il voit les limites évidentes d'un monde mécanique arrivé à bout de souffle. Les années passent inexorablement. L'atelier grandit peu à peu. 5. L'Europe plonge brutalement dans une Seconde Guerre mondiale dévastatrice. L'entreprise survit tant bien que mal à l'occupation et aux pénuries. 5. Puis vient enfin l'heure de la reconstruction. La France a faim. La France doit se rebâtir d'urgence. L'agriculture s'intensifie massivement.
Les chantiers de construction se multiplient aux 4 coins du pays. Le besoin vital d'équipements de levage et d'excavation explose. Point 5. Bataille cherche une solution radicale. Il refuse la fatalité des machines à câbles. Il se tourne vers une force physique totalement différente. Point 5. Une force invisible, silencieuse, mais d'une puissance absolument dévastatrice. Le fluide, la pression, l'hydraulique. Le principe scientifique n'est pas nouveau en soi. Blaise Pascal l'avait théorisé des siècles plus tôt. Point 5. Un liquide enfermé transmet la pression de manière parfaitement égale dans toutes les directions. Mais appliquer cette belle théorie mathématique à la boue abrasive et aux roches des chantiers est un défi technique colossal. Il faut inventer des joints parfaits. Concevoir des pompes capables de résister à des pressions extrêmes sans exploser. Point 5. Fabriquer des tuyaux flexibles qui ne cèdent jamais sous la contrainte. Point 5. Agode 1.5 Bataille et sa petite équipe d'ingénieurs travaillent jour et nuit sans relâche. L'atelier de Poquelin devient un véritable laboratoire de recherche appliquée. On teste des composants, on échoue souvent. Point 5. On recommence inlassablement. On remplace courageusement les câbles par des vérins rigides. On remplace les treuils bruyants par des pompes hydrauliques silencieuses. L'idée fondatrice est véritablement révolutionnaire. Avec la technologie hydraulique, le mouvement mécanique n'est plus jamais saccadé. Il devient fluide, souple. Surtout, la force brute n'est plus seulement présente dans le levage vertical. Elle est maintenant dans la poussée horizontale. Une pelle mécanique à câble ne peut que tomber sur la terre par son propre poids. Point 5. Une pelle hydraulique peut littéralement mordre la terre avec une force contrôlée. Elle développe une puissance énorme dans tous les sens de l'espace. Point 5. C'est le prolongement direct et précis du bras humain, multiplié par 1000, point fin de la décennie 1940. Point 5. Les tout premiers prototypes sortent enfin des ateliers Poquelin. Ce ne sont pas encore des machines totalement complètes et indépendantes. Ce sont des pelles adaptables ingénieuses. Point 5. Des bras articulés métalliques que l'on fixe directement à l'arrière d'un tracteur agricole existant ou sur le châssis d'un camion lourd. Point 5. Un des chargeurs hydrauliques conçus pour le travail forestier. Le marché reste très sceptique au tout début. Point 5. L'hydraulique fait peur aux professionnels habitués à l'acier brut. On craint les fuites d'huile paralysantes. On doute sérieusement de la fiabilité du système à long terme, mais Georges Bataille persiste avec acharnement. Point 5. Il prouve l'efficacité redoutable de son système directement devant ses clients. La démonstration sur le terrain balaye immédiatement tous les doutes. Point 5. Là où une vieille grue à câble met 1 heure pénible pour creuser une tranchée, le nouveau système Poquelin met 15 minutes, sans effort apparent. Point 5. Avec une précision chirurgicale que personne n'avait jamais vue. Les commandes affluent soudainement. Les agriculteurs locaux en veulent. Les grands entrepreneurs en travaux publics nationaux en veulent aussi. L'entreprise familiale change brusquement de dimension. Point 5. Elle n'est définitivement plus un simple garage de village. Elle devient une véritable usine de production en série. Point 5. Les murs de briques s'élargissent. Le nombre d'ouvriers augmente chaque mois. La famille Bataille. Point 5. Avec les fils Jacques et Pierre, qui rejoignent officiellement l'aventure industrielle, organise méticuleusement la nouvelle ligne de production. L'innovation hydraulique est le grand point de bascule de cette histoire. Poquelin vient de trouver son véritable ADN industriel. Point 5. L'entreprise détient soudainement un avantage technologique absolu sur la très grande majorité de ses concurrents. Point 5. Qui restent obstinément embourbés dans leurs anciens systèmes à câbles. Cependant, Bataille le sait pertinemment. Point 5. Fixer un bras hydraulique sur un tracteur reste une solution intermédiaire imparfaite. Point 5. Le tracteur agricole n'est pas du tout conçu pour supporter ces torsions violentes. Le châssis souffre terriblement. La mobilité sur les terrains difficiles est fortement réduite. Bataille comprend parfaitement qu'il faut aller encore plus loin. Point 5. Il ne faut plus adapter l'hydraulique à une machine existante. Il faut créer une machine nouvelle. Point 5. Entièrement pensée et construite autour du concept de l'hydraulique, une machine totalement autonome. Capable de se déplacer seule sur des chenilles ou des roues. Capable de tourner sur elle-même à 360 degrés sans interruption. Point 5. Une machine qui n'existe tout simplement pas encore sur le marché mondial. 1.5. Le défi technique qui s'annonce est immense. Il faut concevoir un châssis révolutionnaire et robuste. Point 5. Inventer un moteur hydraulique rotatif capable de faire pivoter une tourelle de plusieurs tonnes sans à-coups. Il faut repenser totalement l'architecture complète de l'engin de chantier moderne.
Dans les nouveaux bureaux d'études de Poquelin, les grandes tables à dessin se couvrent de plans complexes. La tension monte parmi les équipes. Point 5. Les ingénieurs calculent frénétiquement les pressions, dessinent de nouveaux vérins plus puissants, conçoivent des valves de distribution inédites. 5. Chaque pièce métallique est un défi technique en soi. Personne n'a jamais fait cela à cette échelle en France. Point 5. À God, l'enjeu n'est vraiment plus seulement de réparer des charrues ou des remorques. Point 5. L'enjeu est de conquérir un marché mondial naissant et extrêmement lucratif. De dicter les toutes nouvelles règles de l'industrie du terrassement. Nous sommes à l'aube des années 1950. La reconstruction globale de l'Europe tourne à plein régime. 5. Les grandes autoroutes doivent être tracées d'urgence. Les villes détruites doivent être agrandies et modernisées. Point 5. Le monde entier a besoin de pelles efficaces. Poquelin s'apprête à lui offrir la sienne. Un zinc. La petite forge initiale du Plessis-Belleville est devenue une industrie florissante et respectée. Georges Bataille contemple son usine avec fierté. Il entend le vacarme lourd des presses et le sifflement des tours d'usinage. Point 5. Il sent l'odeur très caractéristique de l'huile hydraulique chaude qui imprègne les vêtements de ses ouvriers. Point 5. Il sait au fond de lui qu'il tient quelque chose d'immense. La modeste graine plantée dans la boue de Picardie a germé. Point 5. Elle s'apprête maintenant à donner naissance à une machine révolutionnaire qui portera le nom de la famille sur les chantiers du monde entier. Un monstre d'acier qui va tout changer de fond en comble. Chapitre 2. Le rouge donne naissance à une légende. Point 5. L'année 1961 marque une rupture définitive dans l'histoire des travaux publics. 5. Le monde s'accélère. Les 30 glorieuses battent leur plein. L'Europe se reconstruit frénétiquement. Les villes s'étendent. Point 5. Les autoroutes balafrent les campagnes. Les infrastructures exigent une rapidité d'exécution inédite. Point 5. L'atelier de Georges Bataille bouillonne d'une énergie nerveuse. Les premiers bras hydrauliques montés sur des châssis existants ont brillamment prouvé ce concept. Mais ce n'était qu'un simple échauffement. Point 5. Poquelin prépare une révolution totale. Le secret absolu règne dans les bureaux d'études. Les ingénieurs dessinent une machine autonome. Point 5. Une bête de somme pensée exclusivement pour exploiter la puissance brute de l'hydraulique haute pression. 1.5. Le voile se lève enfin. La Poquelin TIG 45 sort des lignes de montage. Son apparence frappe immédiatement les esprits. Elle refuse catégoriquement les couleurs ternes, point 5 jaune ou grise des engins de l'époque. Elle arbore un rouge éclatant, un rouge vif, audacieux, conquérant. Point 5. Ce choix chromatique n'est pas un simple caprice esthétique. Il signale un changement d'air. Sur les chantiers grisâtres et recouverts de poussière, point 5, ce rouge capte instantanément le regard. Il devient une signature visuelle puissante et indélébile. Point 5. C'est une déclaration de guerre ouverte aux fabricants traditionnels. 1.5. La taille 45 repose sur 3 roues tricycles. Une conception géométrique étrange au premier abord. Point 5. Mais cette structure lui confère une mobilité exceptionnelle et un rayon de braquage infime sur les terrains accidentés. Cependant, point 5, le véritable choc technologique se trouve ailleurs. Il réside dans son cœur mécanique battant. La machine utilise un système hydraulique fonctionnant à très haute pression. Plus de 300 bars de pression continue. Point 5. Un exploit d'ingénierie majeur pour l'époque. Cette pression colossale circule dans les veines métalliques de l'engin. Point 5. Elle alimente des vérins surpuissants, capables de soulever des tonnes de rocailles avec une facilité déconcertante. 1.5. L'innovation fondatrice. Point 5. Celle qui condamne instantanément la concurrence mondiale et la rotation continue. La tourelle de la TIG 45 tourne sur elle-même à 360 degrés. Point 5. Sans aucune limite de course, sans jamais emmêler ses conduits de fluide. Les ingénieurs de Poquelin ont conçu et breveté un joint tournant central inédit. Point 5. Le fluide sous haute pression traverse ce joint rotatif complexe pour alimenter les moteurs de translation situés dans le châssis, pendant que la cabine supérieure pivote à pleine vitesse. C'est un chef-d'œuvre absolu de mécanique des fluides. 1.5. Sur le terrain, l'effet visuel et pratique est dévastateur. Une vieille excavatrice à câble devait manœuvrer lourdement. Point 5. Avancer et reculer pour décharger sa terre. La TIG 45 reste parfaitement immobile sur ses essieux. Elle allonge son bras, plante ses dents d'acier dans le sol compact, creuse profondément, pivote d'un quart de tour dans un sifflement hydraulique caractéristique. Point 5. Dépose son lourd chargement avec délicatesse dans la benne d'un camion et revient à sa position initiale en l'espace de quelques secondes. Point 5. Le cycle de travail est soudainement divisé par 2.
la précision devient millimétrique. Point 5. Le conducteur de l'engin ne force plus sur de lourds leviers mécaniques récalcitrants. Il manipule des distributeurs hydrauliques sensibles. L'opérateur brut cède la place à un chef d'orchestre précis. La machine obéit fidèlement. Elle mord la roche dure, arrache les racines profondes. Point 5. Déplace des charges titanesques avec une grâce presque terrifiante. 1.5. Agud. Les professionnels du terrassement découvrent la TI 45 lors des grandes foires industrielles européennes. Point 5. Le scepticisme initial des vieux grutiers s'évapore en l'espace de quelques minutes de démonstration active. 5. Ils regardent cette machine rouge sans accomplir des miracles sous leurs yeux. Les vieux engins à câble, avec leurs treuils hurlants. Point 5. Leurs mouvements saccadés et leurs balancements dangereux vieillissent soudainement de 20 ans. Point 5. Ils ressemblent brutalement à des dinosaures encombrants face à un prédateur agile et surdoué. Les immenses constructeurs américains, point 5, britanniques et allemands, observent la scène avec une stupeur mêlée de crainte. Une entreprise familiale française, point 5, issue d'un petit village agricole de Picardie, vient purement et simplement de rendre leur technologie obsolète. Point 5. Le carnet de commandes de Poquelin explose littéralement. L'entreprise ne vend plus des dizaines de machines par an. Point 5. Elle en vend des centaines chaque mois. La demande internationale submerge complètement les capacités de production du site historique du Plessis-Belleville. Point 5. Les téléphones des commerciaux sonnent sans aucune interruption. Les concessionnaires réclament des livraisons urgentes. Point 5. Menaçant de perdre des marchés vitaux. Les grands entrepreneurs refusent désormais d'acheter autre chose que la fameuse pelle rouge. Point 5. La Tiguay 45 s'impose comme un nom générique incontournable. Sur les chantiers de construction du métro parisien, sur les tracés des nouvelles autoroutes, on ne demande plus une pelleteuse, on exige une Poquelin 1.5. La cadence de production doit s'adapter à ce rythme effréné. L'organisation artisanale des débuts disparaît définitivement. Poquelin embrasse les méthodes industrielles de pointe. Les chaînes de montage s'allongent considérablement. Les équipes ouvrières tournent en 3/8 continu. La nuit, l'usine brille puissamment dans la plaine sombre. Le bruit sourd et rythmique des presses à métaux résonne dans la campagne environnante. L'entreprise recrute massivement de la main-d'œuvre. 5. Les jeunes des villages voisins abandonnent le dur labeur des fermes pour rejoindre les ateliers modernes de l'usine. 5. Porter la combinaison bleue frappée du logo Poquelin devient une fierté locale immense. C'est le symbole d'une réussite sociale et d'une participation directe à la modernisation du pays. Point 5. Le succès commercial franchit très rapidement les frontières de l'Hexagone. L'Europe entière réclame avec insistance des pelles Tiguay 45. 5. La bête rouge franchit les Alpes, traverse le fleuve Rhin, débarque sur les côtes de Grande-Bretagne. Point 5. La direction structure à la hâte un réseau d'exportation agressif. Des filiales naissent sur tous les continents. Point 5. Poquelin impose de force son standard technologique au monde entier. Les ingénieurs du bureau d'études continuent d'affiner la machine sans relâche. Point 5. Il décline le concept initial pour dominer toutes les niches du marché. Point 5. Des modèles lourds sur chenilles d'acier apparaissent pour affronter les terrains marécageux et les forêts denses. Des pelles titanesques sont spécialement conçues pour extraire le minerai des grandes carrières à ciel ouvert. Point 5. Mais la philosophie de base reste strictement identique. L'hydraulique haute pression règne en maître absolu. Point 5. Elle devient le dogme technologique de la marque. Foinc. Inc. Georges Bataille et ses fils présidents désormais aux destinées d'un empire industriel majeur. Point 5. Le patriarche visionnaire voit son nom de famille imprimé en grandes lettres blanches sur les flancs de milliers de tourelles rouges réparties sur le Point 5 globe. Il a réussi l'impensable. Il a transformé la sueur et la souffrance des terrassiers en une énergie fluide et docile. La taille 45 n'incarne pas seulement un succès financier exceptionnel. C'est une authentique révolution culturelle dans le monde rugueux des travaux publics. Elle modifie définitivement la façon de concevoir les routes. Point 5. De creuser les fondations profondes des gratte-ciel, de modeler le relief terrestre. Elle octroie aux hommes un pouvoir mécanique inouï sur la matière. La décennie des années 60 appartient incontestablement à Poquelin. 5. L'ascension de la marque semble à la fois vertigineuse et impossible à stopper. Point 5. Les mastodontes concurrents tentent désespérément de copier le génial système hydraulique. Leurs ingénieurs démontent méticuleusement des modèles Tiguay 45 pour percer le secret de cette fluidité parfaite.
Il peine lourdement à égaler la pression de travail extrême et la fiabilité redoutable des composants conçus en France. Point 5. Poquelin maintient farouchement une longueur d'avance technologique décisive. L'entreprise protège ses inventions. Elle dépose brevet sur brevet. Point 5. Elle verrouille juridiquement son trésor intellectuel. Point 5. À Quenard, ce triomphe monumental exige toutefois de franchir une nouvelle étape logistique cruciale. Point 5. L'usine originelle du Plessis-Belleville suffoque gravement sous le poids de sa propre croissance. L'espace manque cruellement. Point 1. Il n'y a littéralement plus un seul mètre carré de libre. Les énormes châssis métalliques s'entassent dangereusement dans les cours extérieures. 5. Les files de camions de livraison bloquent quotidiennement les petites routes du village. Point 5. Poquelin doit impérativement grandir physiquement pour honorer son incroyable destin mondial. 5. La direction générale prend alors une décision stratégique capitale. Il faut bâtir un tout nouveau site de production. Point 5. Un complexe industriel gigantesque. Une usine ultramoderne à la démesure de l'ambition de la marque. Point 5. Le regard déterminé de la famille Bataille se tourne vers une ville voisine, bien desservie par les chemins de fer. Crépy-en-Valois. Ce choix géographique va marquer le sommet absolu de la gloire industrielle de Poquelin. Il va également planter, point 5, dans le silence des bureaux d'architectes, le décor monumental du futur drame financier. La couleur rouge a brillamment conquis le monde. Elle doit maintenant se construire une forteresse inexpugnable. Chapitre 3. Le pool Crépy-en-Valois 1-5 l'année 1963 arrive. Le Plessis-Belleville étouffe. La demande mondiale dicte une expansion brutale et immédiate. Poquelin a besoin d'espace. Beaucoup d'espace. La direction porte son regard sur Crépy-en-Valois, une ville paisible, une gare ferroviaire hautement stratégique, des terres vastes et disponibles. Point 5. La décision tombe très rapidement. La famille Bataille achète les terrains. Les pelleteuses rouges, avec une ironie magnifique, point 5, commencent à creuser les fondations profondes de leur propre forteresse. 1. La construction de la nouvelle usine est un spectacle saisissant en soi. Point 5. Des charpentes métalliques gigantesques s'élèvent vers le ciel picard. Le béton coule à flot continu. En l'espace de quelques mois, point 5. Un complexe industriel ultramoderne sort de terre. Ce n'est résolument plus un simple atelier de réparation de campagne. Point 5. C'est un temple immense dédié à la gloire de l'hydraulique haute pression. L'usine colossale de Crépy-en-Valois devient le cœur palpitant de l'empire Poquelin. Le matin, l'atmosphère de la petite ville change radicalement. Bien avant l'aube, les rues pavées résonnent sous les pas lourds de centaines, puis de milliers d'ouvriers. Point 5. Les sirènes hurlantes annoncent le début du premier quart. Les portes monumentales en fer avalatent un flot ininterrompu d'hommes vêtus de bleu de travail. Poquelin recrute massivement dans toute la région. Point 5. L'entreprise embauche des agriculteurs robustes, des jeunes diplômés ambitieux, des mécaniciens chevronnés. Crépy-en-Valois passe d'une bourgade tranquille à une ruche industrielle frénétique. La population locale explose littéralement. La ville vit, Saint-Cinq respire et dort au rythme strict des cadences infernales de l'usine. 1.5. À l'intérieur des immenses halls, le bruit est physique. Point 5. Il frappe violemment la poitrine. Le claquement lourd des presses géantes qui emboutissent l'acier brut avec une force dévastatrice. Point 5. Le sifflement aigu des chalumeaux de soudure qui crachent des étincelles aveuglantes. Le cliquetis mécanique des chaînes de montage qui avancent inexorablement mètre après mètre. Une odeur très caractéristique flotte en permanence dans l'air confiné. Un mélange lourd de fer chaud, de peinture fraîche et d'huile hydraulique. Cette huile spécifique est le véritable sang de Poquelin. Elle imprègne les sols de béton, les vêtements de travail, la peau des ouvriers. Elle devient l'odeur du travail bien fait. L'odeur d'une France industrielle qui construit farouchement son avenir. 1.5. La culture d'entreprise reste profondément marquée par l'esprit de la famille Bataille. Point 5. Pierre et Jacques Bataille parcourent régulièrement et à pied les longues allées de l'usine. Ils connaissent les anciens ouvriers par leur prénom. Point 5. Ils partagent avec eux les mêmes valeurs de l'effort physique et le respect absolu de la belle mécanique. Point 5. Un puissant paternalisme industriel règne en maître sur le site. Poquelin construit des logements sociaux modernes pour ses employés. Poquelin finance activement les clubs sportifs de la ville. Poquelin organise des fêtes de fin d'année spectaculaires pour les familles. Les ouvriers se sentent membres à part entière d'une grande communauté. Ils sont profondément fiers. Point 5. Fiers de forger de leurs mains les meilleures machines du monde.
fier de voir le lettrage blanc Poquelin briller sur le métal rouge sang. Saint, la chaîne de montage principale est une pure merveille d'organisation rationnelle. À une extrémité du bâtiment colossal, point 5 des plaques d'acier informes entrent sur des chariots. À l'autre extrémité, une pelle Tiguay 45 rutilante et complète sort en roulant. Point 5. Les étapes complexes s'enchaînent avec une fluidité impressionnante. Les soudeurs spécialisés assemblent les lourdes tourelles rotatives. Point 5. Les mécaniciens de précision installent les énormes moteurs diesel hurlants. Point 5. Les techniciens connectent méticuleusement les dizaines de flexibles hydrauliques vitaux. C'est un balai mécanique extrêmement rigoureux. Chaque geste manuel compte. Chaque ouvrier détient une part immense de responsabilité dans la fiabilité légendaire de la marque française. Au fil des années 60, la gamme de produits s'élargit considérablement. Le modèle Tiguay 45 ne suffit plus à combler les désirs du marché global. Les clients réclament des machines beaucoup plus puissantes, plus lourdes, plus spécifiques. 5. L'usine de Crépy-en-Valois donne alors naissance à de véritables monstres mécaniques. La série des grandes pelles sur chenilles fait son apparition triomphale. La fameuse Poquelin SC1000 voit le jour un peu plus tard. 5. Elle devient officiellement la plus grosse pelle hydraulique du monde. Ses mensurations défient totalement l'imagination humaine. Point 5. Elle pèse plusieurs centaines de tonnes. Ses vérins d'acier sont épais comme des troncs d'arbres centenaires. Point 5. L'usine prouve brutalement sa capacité à repousser sans cesse les limites de la physique et de l'ingénierie lourde. Le grand parc d'expédition de Crépy-en-Valois offre un spectacle quotidien véritablement saisissant. Une mer infinie de rouge vif. Des centaines de pelles entièrement neuves attendent sagement leur départ imminent. Elles sont alignées avec une symétrie militaire parfaite. Le soleil accroche violemment l'éclat de la peinture fraîche. Les moteurs puissants tournent au ralenti lors des tests finaux de qualité. Un fin nuage de fumée bleue s'échappe des pots d'échappement verticaux. 1.5. Des trains de marchandises entiers pénètrent directement dans l'enceinte sécurisée de l'usine. Les grues géantes sous le seau et chargent les pelles rouges sur les longs wagons plats renforcés. Point 5. Les convois ferroviaires s'ébranlent lourdement vers les grands ports maritimes français. Le Havre, Rouen, Anvers. De ces quais immenses, point 5. Des navires cargo transatlantiques engloutissent les machines dans leurs cales béantes. La destination finale est littéralement mondiale. Les pelles Poquelin partent creuser les sous-sols rocheux de New York, tracer les routes arides d'Afrique. Point 5. Aménager les nouveaux ports commerciaux d'Asie. Le monde entier exige la suprématie de la technologie française. Point 5. Agueur, Crépy-en-Valois n'est décidément plus seulement une petite ville sur une carte régionale. Point 5. C'est devenu la capitale mondiale incontestée de la pelle hydraulique. Les délégations commerciales du Japon. Point 5. Des États-Unis et des pays du Moyen-Orient visitent l'usine Picard très régulièrement. Point 5. Les ingénieurs concurrents étrangers observent les chaînes de montage avec une admiration qu'ils peinent à dissimuler. Point 5. Poquelin est devenu le maître étalon absolu de toute une industrie globale, en pleine expansion. 1. Point 5. La fin des années 1960 et le tout début des années 1970 marquent l'apogée incontestable et resplendissant de cet empire familial. Point 5. L'entreprise emploie désormais des milliers de personnes motivées. Elle détient des dizaines de filiales étrangères très actives. Point 5. Elle domine le marché du terrassement avec une aisance presque insolente. Point 5. Le rouge Poquelin est le symbole éclatant de la puissance industrielle française triomphante face aux géants mondiaux. Point 5. Les ouvriers de Crépy-en-Valois croient fermement et sincèrement que cette ère dorée de prospérité ne finira absolument jamais. Les salaires tombent régulièrement. Les commandes de machines affluent sans aucune discontinuité. L'avenir semble tracé au cordeau d'acier. Mais la taille gigantesque de l'entreprise cache une vulnérabilité interne naissante. L'usine tourne à plein régime jour et nuit. Point 5. Elle engloutit des quantités astronomiques de matières premières coûteuses. Point 5. Elle nécessite surtout des investissements financiers colossaux pour développer sans cesse de nouveaux modèles technologiques toujours plus complexes. Point 5. Poquelin s'étend extrêmement vite sur le globe. Peut-être beaucoup trop vite pour ses propres reins financiers. Les banques commencent à avancer des sommes d'argent vertigineuses pour soutenir cette croissance exponentielle ininterrompue. Le coût global de l'innovation constante devient silencieusement écrasant. Point 5. Agod. La grande mécanique financière internationale est bien différente de la noble mécanique des fluides. Elle est froide, cynique,
Point 5. Totalement impitoyable. Elle ne ressent aucune émotion sincère devant une belle ligne de montage ou devant la loyauté indéfectible des ouvriers picards. Point 5. La famille Bataille contrôle encore fermement le volant directionnel de son empire. Point 5. Mais le puissant moteur économique global commence doucement à changer de régime. Point 5. La magnifique forteresse rouge de Crépy-en-Valois produit des machines absolument parfaites. Elle ne produit cependant pas les capitaux immenses dont elle va bientôt avoir un besoin très vital pour survivre. Le monde observe attentivement cette armée mécanique conquérir les plus grands chantiers. Point 5. Personne ne devine vraiment que l'expansion agressive porte déjà en elle les germes invisibles d'une crise structurelle majeure. Les ouvriers quittent leur poste à la fin de la longue journée, le cœur rempli de la fierté du travail accompli. Point 5. Ils nettoient soigneusement l'huile noire sur leurs mains rugueuses. Ils rentrent paisiblement chez eux dans la nuit picarde. Point 5. Les machines neuves sont expédiées vers des horizons maritimes lointains. Le cœur industriel de Crépy-en-Valois bat puissamment. Point 5. Avec la régularité parfaite et rassurante d'une pompe haute pression. Mais à l'extérieur des hauts murs d'usine, 5. De très sombres nuages économiques commencent à se former lentement à l'horizon. L'incroyable succès va bientôt se transformer en un piège stratégique monumental. Chapitre 4. Le piège de la grandeur 1.5. L'année 1973 approche. À Crépy-en-Valois, l'optimisme est total. L'usine fonctionne à un rythme frénétique. Poquelin est le leader incontesté de la pelle hydraulique en Europe. Point 5. Mais l'ambition dévorante de la famille Bataille ne s'arrête pas aux frontières du vieux continent. Point 5. Pour devenir un véritable géant industriel mondial, il faut obligatoirement conquérir le marché le plus vaste et le plus impitoyable de la planète. Point 5. Les États-Unis d'Amérique. C'est le berceau historique de l'équipement lourd. C'est le territoire jalousement gardé par des titans colossaux comme Caterpillar ou John Deere. Y pénétrer n'est pas un simple défi commercial. Point 5. C'est une déclaration de guerre monumentale. 1.5. L'expansion outre-Atlantique exige des ressources financières vertigineuses. Il ne suffit pas d'envoyer quelques machines par bateau cargo. Il faut construire un réseau de distribution dense et national. 5. Il faut établir des centres de pièces détachés immenses pour garantir un service après-vente irréprochable. Point 5. Il faut financer des campagnes de marketing extrêmement agressives pour convaincre les entrepreneurs américains de faire confiance à une marque. Point 5. Française totalement inconnue. Poquelin ouvre des bureaux somptueux à New York et Chicago. L'entreprise rachète des distributeurs locaux à prix d'or. Point 5. Elle déploie des dizaines de commerciaux chevronnés sur le sol américain pour évangéliser les clients à la technologie hydraulique haute pression. Point 5. 1.5. Les dépenses logistiques explosent hors de toute proportion rationnelle. L'entreprise puise lourdement dans ses réserves financières accumulées durant la décennie précédente. Point 5. Elle frappe surtout à la porte des grandes banques internationales pour soutenir cet effort de guerre colossal. Le crédit coule à flot continu. Les banquiers prêtent volontiers à ce fleuron de l'industrie française. Les taux d'intérêt semblent parfaitement gérables dans une économie globale en pleine expansion. L'endettement gonfle massivement de mois en mois. La direction générale reste pourtant intimement persuadée que les ventes futures sur le continent américain épongeront facilement cette montagne de dettes. L'usine Picarde tourne toujours à plein régime absolu pour fournir ce nouveau front lointain. L'aveuglement stratégique est total. Le succès technique passé agit comme un puissant narcotique qui empêche les dirigeants de voir le danger financier imminent. 1.5. Octobre 1973. La géopolitique mondiale bascule brusquement. La guerre du Kippour éclate au Moyen-Orient. En représailles, point 5, les pays producteurs de pétrole prennent une décision historique. Ils décrètent un embargo total. 5. Le prix du baril de brut est multiplié par 4 en l'espace de quelques semaines seulement. C'est le premier grand choc pétrolier. Point 5. Le monde industrialisé, dopé à l'énergie bon marché depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, heurte violemment un mur de béton armé. Point 5. L'inflation s'envole instantanément à l'échelle planétaire. Les gouvernements paniquent. 1.5. Les banques centrales augmentent brutalement leur taux directeur pour tenter de juguler la hausse incontrôlable des prix. Point 5. L'impact sur le vaste secteur des travaux publics est cataclysmique et immédiat. Le carburant diesel, point 5, élément essentiel au fonctionnement des pelles mécaniques, coûte désormais une véritable fortune.
Faire tourner une flotte d'engins de 30 tonnes sur un chantier devient un luxe ruineux que très peu d'entreprises privées peuvent se permettre. Point 5. Les États européens et nord-américains, pris à la gorge par des factures énergétiques délirantes. Point 5. Gèlent d'urgence leur grand programme d'infrastructures publiques. La construction des grandes autoroutes s'arrête net. Point 5. Les projets immobiliers massifs, symbole de la croissance de l'après-guerre, sont reportés indéfiniment. Les mines et les carrières réduisent drastiquement leur rythme d'extraction. 1.5. Du jour au lendemain, point 5, les clients historiques de Poquelin ferment brutalement leur carnet de chèques. Ils n'achètent absolument plus de nouvelles machines. Ils essaient simplement de survivre à la crise avec leur parc d'engins existants, en limitant l'usure au maximum. Le marché mondial de la pelleteuse s'effondre littéralement sous les yeux incrédules des industriels. La demande globale s'évapore dans le vide. Point Aggot à Crépy-en-Valois, l'inertie industrielle devient rapidement un piège mortel. Point 5. Une usine de cette taille monumentale est un organisme lourd et complexe. On ne l'arrête pas en pressant un simple interrupteur. Point 5. Les chaînes de montage continuent de vomir des pelles rouges chaque jour. Point 5. Les immenses contrats d'approvisionnement en acier brut sont signés pour des mois à l'avance et ne peuvent être annulés. Des milliers d'ouvriers pointent à l'aube, ignorant de la violente tempête financière qui se lève sur les marchés mondiaux. Point 5. Les dirigeants hésitent fortement à licencier massivement. Ils espèrent naïvement une reprise rapide de l'économie. Ils font le pari extrêmement dangereux de continuer à produire à perte pour stocker, afin de garder la main-d'œuvre qualifiée intacte. 1.5. Le paysage quotidien autour de l'usine change de visage et prend une allure sinistre. Les immenses parcs d'expédition, autrefois de simples zones de transit rapide où les machines restaient quelques heures, se transforment en d'immenses parkings définitifs. Des centaines, puis des milliers de pelles Teigwai 45 et de gigantesques modèles sur chenilles s'entassent en rang serré. Point 5. Le rouge flamboyant s'aligne à perte de vue jusqu'à la lisière des champs voisins. 5. Mais ce n'est résolument plus le symbole vibrant d'une conquête industrielle rayonnante. Point 5. C'est le visage hideux et silencieux du surstockage industriel mortel. 1. Chaque machine garée représente des dizaines de tonnes d'acier payé au prix fort aux fournisseurs. Point 5. Chaque vérin hydraulique immobilisé représente des heures de travail salariés déjà versées. C'est du capital d'exploitation totalement gelé. Point 5. De l'argent mort qui s'abîme et rouille lentement sous la pluie glaciale et les vents piquants de Picardie. Point 5. Le poids physique de ces machines écrase littéralement le macadam. Point 5. Tout comme leur poids financier écrase soudainement les bilans comptables de l'entreprise. 1.5. Le piège se referme finalement avec une violence inouïe. Les ventes chutent verticalement. Point 5. Les rentrées d'argent frais se tarissent instantanément. Mais les échéances bancaires, elles, tombent avec une régularité mathématique implacable. Point 5. Les millions empruntés massivement pour financer la conquête illusoire des États-Unis exigent des remboursements immédiats. Et pire encore, point 5. Les taux d'intérêt de ces emprunts s'envolent à cause de la crise inflationniste globale. Point 5. La dette de Poquelin devient une bête féroce et incontrôlable qui dévore la trésorerie vitale de l'entreprise à une vitesse terrifiante. 1.5. Les réunions du conseil d'administration au siège social perdent leur sérénité habituelle. Les ingénieurs brillants, point 5, autrefois maîtres des lieux, cèdent la place aux directeurs financiers au visage blême et fermé. Point 5. Pierre et Jacques Bataille réalisent la gravité extrême et potentiellement fatale de la situation. Point 5. Ils ont pourtant construit la meilleure machine d'excavation du monde. Point 5. Ils maîtrisent parfaitement la complexe loi physique de Pascal et les mystères profonds de la pression des fluides. 5. Mais ils sont brutalement confrontés à des lois économiques beaucoup plus cruelles. Les stricts ratios de solvabilité. Point 5. Les bilans comptables en chute libre. Les appels de marge menaçants des banquiers de plus en plus inquiets. Point 5. Le pur génie mécanique ne peut absolument rien contre une crise de liquidité foudroyante. On ne répare pas un bilan financier désastreux avec un plan de soudure ou une clé à molette. 1.5. La rumeur commence à ramper silencieusement, comme un poison froid, dans les longs ateliers bruyants de Crépy-en-Valois. 5. Les ouvriers voient bien cet océan statique de pelles invendues qui encercle leur usine comme un siège militaire. Ils entendent parler de restrictions budgétaires inédites et brutales. Les heures supplémentaires, point 5, autrefois monnaie courante et source de richesse locale, sont annulées du jour au lendemain. Point
Les commandes de fourniture de base sont bloquées net par la direction des achats. L'angoisse s'installe lourdement dans les vestiaires métalliques et sur les chaînes de montage. Point 5. Le paternalisme historiquement protecteur de la famille Bataille se heurte violemment au mur glacé et impersonnel de la réalité économique globale. Pour la toute première fois de sa fulgurante histoire, le grand empire Poquelin ne dicte plus aucune des règles du jeu de son industrie. Point 5. Il subit de plein fouet les soubresauts sismiques d'un capitalisme mondialisé devenu brusquement hostile, volatile et imprévisible. Point 5. La mécanique parfaite et contrôlée des fluides ne protège plus personne contre la mécanique destructrice et aveugle des marchés financiers. Fin 1975. 5. Les chiffres tombent comme des couperets affûtés. L'entreprise est techniquement au bord de la cessation de paiement. Point 5. Pour sauver l'usine de Crépy-en-Valois de la faillite immédiate, la famille fondatrice va devoir commettre l'irréparable. Ouvrir la porte de sa forteresse à l'étranger. Chapitre 5. La promesse venue de l'autre, Rive 1. L'année 1977 s'ouvre sur un paysage de désolation industrielle. Point 5. L'asphyxie financière menace d'emporter l'Empire rouge. Poquelin, l'étoile filante des 30 Glorieuses, n'a plus assez d'oxygène pour respirer. Point 5. Les dettes colossales contractées pour la folle conquête américaine se transforment en une montagne infranchissable. Chaque semaine, point 5, les banquiers resserrent l'étau. Le besoin d'argent frais devient une urgence vitale, absolue. La famille Bataille, point 5, habituée à dicter ses propres lois sur les chantiers du monde entier, doit maintenant se soumettre à la dure loi des créanciers. Enfin, la direction cherche frénétiquement une issue de secours. Le gouvernement français observe la situation avec une inquiétude palpable. 5. Poquelin représente des milliers d'emplois directs et indirects. C'est un fleuron technologique national. 5. Mais l'État hésite longuement à renflouer massivement une entreprise plombée par une gestion jugée beaucoup trop audacieuse. Point 5. Les solutions nationales échouent les unes après les autres. La réalité s'impose d'elle-même avec une clarté brutale. Pour survivre, point 5. L'entreprise doit inévitablement chercher un partenaire extrêmement puissant. Un géant industriel capable d'injecter des millions de francs immédiatement. La solution ne viendra pas de Paris. Point 5. Elle viendra de l'autre côté de l'océan Atlantique. Elle viendra de Houston au Texas. Point 5. Agud, le nom du sauveur potentiel, résonne comme un coup de tonnerre dans les couloirs silencieux de Crépy-en-Valois. Tenneco. Ce n'est pas un simple constructeur de machines. C'est un conglomérat américain tentaculaire et impitoyable. Tenneco possède des puits de pétrole, point 5 des gazoducs tentaculaires, des chantiers navals immenses, des usines de produits chimiques. Surtout, Tenneco possède la marque GI Case, point 5, un acteur américain majeur de l'équipement agricole et des engins de travaux publics. Les dirigeants américains observent Poquelin depuis des années avec envie. Ils connaissent parfaitement la supériorité absolue de la technologie hydraulique française. 5. Ils savent pertinemment que les ingénieurs Picard ont une avance décisive sur leur propre bureau d'études. Pour Tenneco, point 5, la crise pétrolière est une aubaine providentielle. Poquelin est une proie de choix. Une entreprise blessée, prête à être capturée à un prix défiant toute concurrence. 1 point. Les négociations commencent dans le plus grand secret. Les réunions décisives se déroulent dans des bureaux fermés à double tour. 5. Très loin du bruit des presses et de l'odeur familière de l'huile. Les émissaires de Tenneco posent leurs conditions avec la froideur clinique des chirurgiens financiers. Point 5. Ils ne viennent pas en France pour faire de la philanthropie industrielle. Point 5. Ils viennent pour acheter une technologie supérieure et un réseau de distribution mondiale structuré. Point 5. L'offre finale tombe lourdement sur la table des négociations. Tenneco propose d'acheter 40% du capital de Poquelin. Sur le papier contractuel, la famille Bataille conserve officiellement la majorité absolue. Il sauve les apparences devant la nation. Point 5. Mais dans la réalité implacable des affaires, céder 40% à un conglomérat de cette envergure équivaut à céder les clés du coffre-fort. Point 5. 1. La nouvelle zinge se propage comme une onde de choc sismique dans les ateliers de Crépy-en-Valois. Point 5. Le pouls de l'usine s'accélère dangereusement. Les ouvriers se rassemblent pendant les courtes pauses, le visage fermé, les bras croisés. Point 5. Leur regard sombre. L'anxiété remplace soudainement la fierté historique. Les syndicats s'agitent et préviennent du danger. Point 5. Ils craignent un démantèlement pur et simple de l'outil de production. Point 5. Ils savent très bien comment fonctionnent les immenses multinationales américaines.
Point 5. La rentabilité à très court terme prime toujours sur la loyauté sociale et l'histoire locale. Les mécaniciens, les soudeurs, point 5. Les tourneurs-fraiseurs regardent leur magnifique pelle rouge avec un sentiment nouveau et douloureux. Une impression tenace de dépossession. Point 5. Ils ont construit cette entreprise de leurs propres mains usées. Et aujourd'hui, des hommes en costume sombre, venus d'un pays lointain, s'apprêtent à en devenir les véritables maîtres. 1.5. Une délégation de hauts cadres de Tenneco visite finalement le grand site de Crépy-en-Valois. Le choc des cultures est total, immédiat, point 5 presque violent. D'un côté, les ingénieurs français, des hommes fiers de leur terrain. Point 5. Des passionnés obsessionnels de mécanique qui parlent de pression constante, de débit d'huile, de force d'arrachement au sol. 5. Des hommes intimement attachés à leur savoir-faire artisanal devenu un empire industriel. De l'autre côté, les auditeurs américains de Houston. Des hommes de tableaux croisés. Des financiers stricts qui scrutent les bilans comptables, évaluent les marges de profit immédiats. Point 5. Calculent frénétiquement les retours sur investissement. Ils marchent dans les larges allées bruyantes de l'usine avec un regard purement analytique. Ils admirent sincèrement la belle mécanique des fluides inventée par Georges Bataille. Mais ils méprisent ouvertement l'organisation jugée coûteuse, le surstockage évident des machines invendues, le manque de rationalité financière de la structure familiale. Pour calmer la grande colère sociale et rassurer les pouvoirs publics français inquiets, point 5, la direction de Tenneco déploie une communication extrêmement habile. Le discours officiel est parfaitement lénifiant. Point 5, les dirigeants américains multiplient les promesses solennelles face aux caméras. Ils jurent sur leur honneur qu'ils viennent en simples partenaires respectueux. Ils affirment que l'identité prestigieuse de Poquelin sera intégralement préservée à travers le temps. Ils garantissent formellement le maintien de tous les emplois à Crépy-en-Valois. Ils parlent de synergie merveilleuse et d'avenir radieux. Point 5. Ils promettent que le vaste réseau de distribution mondiale de Case va propulser les pelles Poquelin vers de nouveaux sommets de ventes inédits. Point 5. Le discours est séduisant. Il offre l'espoir d'un lendemain meilleur et rassurant. Pour les milliers d'ouvriers angoissés, point 5. Ces paroles agissent comme un baume temporaire sur une blessure ouverte. On veut y croire désespérément. On a un besoin vital d'y croire pour continuer à pointer à l'usine chaque matin clair. 1.5. La famille Bataille écoute ces belles paroles rassurantes avec une lucidité profondément douloureuse. Ils ne sont absolument pas dupes. 5. Ils connaissent la voracité du monde des affaires. Mais ils n'ont littéralement plus aucun autre choix viable. Point 5. Le revolver froid du redressement judiciaire immédiat est pointé fermement sur leurs tempes. Le jour de la signature officielle finit par arriver. L'encre noire coule irrévocablement sur les épais contrats juridiques rédigés en anglais et en français. Point 5. Georges Bataille a fondé un modeste atelier rural 50 ans plus tôt. Ses fils ont bâti un titan industriel mondial respecté. Aujourd'hui, 5. En ce jour de 1977, ils cèdent une part massive de leur âme pour éviter la banqueroute déshonorante. Point 5. Les poignées de main formelles sont immortalisées par les photographes de la presse économique internationale. Les grands sourires de façade cachent une défaite intime, profonde et amère. Point 5. 1.5. L'afflux massif de l'argent américain renfloue immédiatement les caisses désespérément vides de l'entreprise. La faillite tant redoutée est officiellement écartée. Les banques respirent enfin et desserrent leur étau. Les lignes de montage de Crépy-en-Valois reprennent leur rythme et continuent de cracher des pelleteuses d'un rouge éclatant. En apparence, 5. La grave crise financière est surmontée. La forteresse picarde a résisté in extremis à la tempête économique. Point 5. Les ouvriers reprennent leur dur travail avec un soulagement indéniable, bien que fortement teinté de suspicions tenaces. Pourtant, point 5. Le véritable drame historique vient tout juste de commencer dans l'ombre. En signant ce partenariat salvateur, point 5. La famille Bataille a commis l'erreur tactique ultime. Ils n'ont pas simplement accueilli un allié financier bienveillant. Point 5. Ils ont laissé entrer un prédateur affamé dans leurs murs. Les belles promesses de respect mutuel et d'indépendance préservée ne sont que de simples mots imprimés sur des tracts de communication. Le loup est désormais confortablement installé dans la bergerie. Point 5. L'alliance annoncée en grande pompe cache très mal une absorption méthodique et programmée. Point 5. Le géant texan n'a aucune intention réelle de rester un actionnaire minoritaire docile et passif. L'entrée fracassante de Tenneco au capital de Poquelin n'est pas un acte de sauvetage héroïque. 5.
c'est l'introduction, méticuleuse et calculée d'un cheval de Troie au cœur même de l'Empire rouge. L'invasion silencieuse vient tout juste de débuter. Saint et personne, dans la brume matinale de Crépy-en-Valois, ne mesure encore l'effroyable violence de la destruction identitaire qui se prépare en coulisses. Chapitre 6. L'invasion silencieuse 1.5. L'année 1980 approche. La poussière de la grave crise pétrolière retombe doucement sur le marché mondial. Point 5. À Crépy-en-Valois, les chaînes de montage tournent de nouveau. Les gigantesques pelles rouges sortent des ateliers avec une belle régularité. En surface, la nouvelle alliance stratégique avec Tenneco semble porter ses fruits. Les carnets de commandes se remplissent. Point 5. L'argent américain a effectivement colmaté les brèches béantes de la trésorerie. Mais cette paix industrielle est une pure illusion. Point 5. Sous le vernis de la coopération internationale, une mutation génétique profonde et irréversible est en cours. Point 5. Le cheval de Troie a ouvert ses flancs dans la nuit. L'invasion silencieuse commence. Les tout premiers signes du changement sont subtils. Point 5. Ils ne se voient pas sur le métal lourd des machines. Ils se lisent dans les mémos internes, dans les nouvelles procédures de validation. Point 5. Dans le regard fuyant des cadres intermédiaires. Autrefois, une idée d'amélioration technique jaillissait directement de l'atelier de fabrication. Un ingénieur croisait Pierre ou Jacques Bataille dans les couloirs, exposait son plan griffonné sur un coin de table. 5. Y obtenait un accord de principe immédiat. C'était la force brute de Poquelin. Une agilité intellectuelle phénoménale. Point 5. Une prise de risque pleinement assumée pour atteindre l'excellence mécanique absolue. Aujourd'hui, 5. Cette grande époque est définitivement révolue. Toute nouvelle idée doit gravir une montagne bureaucratique insurmontable. Point 5. Les formulaires stricts se multiplient. Les comités de validation exigent des études d'impact financier détaillées sur 5 longues années. Point 5. Les auditeurs de Tenneco, confortablement installés dans de vastes bureaux, très éloignés du bruit des usines. Point 5. Évaluent chaque proposition avec un critère unique et exclusif. Le retour sur investissement à court terme. Point 5. Si une innovation technique géniale n'augmente pas la marge bénéficiaire du prochain trimestre, elle est froidement rejetée. Point 5. Jetée brutalement à la corbeille. Les ingénieurs Picard, autrefois rois incontestés de la forteresse, découvrent la frustration amère de la soumission hiérarchique. 1.5. La culture d'entreprise subit un véritable lavage de cerveau. Le puissant conglomérat américain impose de force ses propres méthodes de gestion. Point 5. Le management de type familial, historiquement basé sur la loyauté, la proximité et la passion du produit fini, est jugé totalement archaïque. Point 5. Tenneco installe des systèmes de contrôle de productivité implacables. Chaque geste manuel de l'ouvrier est chronométré, mesuré. Point 5. Optimisé pour gratter quelques centimes sur le coût de revient final. 1. La qualité légendaire de Poquelin est soudainement perçue comme un défaut très coûteux. Les acheteurs reçoivent l'ordre strict de trouver des composants moins chers, quitte à rogner légèrement sur la robustesse historique des machines. 5. Le dogme absolu n'est plus de fabriquer la meilleure pelle du monde. Le dogme est de fabriquer la pelle la plus rentable possible. Point 5. 1.5. Dans les longs ateliers bruyants de Crépy-en-Valois, l'ambiance s'alourdit. Les vieux mécaniciens sentent intuitivement ce changement de paradigme. Ils serrent les boulons avec la même force physique. Point 5. Mais le cœur n'y est plus vraiment. Ils murmurent entre eux pendant les courtes pauses. Point 5. Ils constatent l'arrivée massive de nouveaux dirigeants froids, costumés. Point 5. Qui traversent les lignes de production sans jamais regarder un ouvrier dans les yeux. Ces hommes ne parlent pas de mécanique des fluides. Point 5. Ils parlent de rentabilité par action, de part de marché consolidée, de réduction agressive des coûts fixes. Point 5. Deux mondes parallèles cohabitent dans les mêmes murs de briques sans jamais se comprendre. Le monde du fer et le monde du papier. La famille Bataille assiste, totalement impuissante, à la confiscation méthodique de son œuvre de toute une vie. Point 5. Les clauses du contrat de 1977 étaient pourtant claires sur le papier juridique. Ils devaient rester les maîtres à bord. Mais Tenneco possède une puissance de feu juridique et financière infiniment supérieure. Par le biais d'augmentations de capital successives et de manœuvres financières complexes. Point 5. Le groupe américain dilue la participation historique de la famille fondatrice. Point 5. Pierre et Jacques Bataille se retrouvent peu à peu isolés au sein de leur propre conseil d'administration. Point 5. Leur voix ne pèse plus rien face aux directives inflexibles venues directement du Texas. Ils deviennent de simples figurants de luxe.
des cautions morales utilisées cyniquement par les Américains pour maintenir un climat social apparemment apaisé. 1.5. Les années passent inexorablement. La décennie 1980 s'installe. La marque Poquelin existe encore commercialement. Point 5. Les pelles restent désespérément rouges sur les grands chantiers. Mais l'âme vibrante de l'entreprise a déjà quitté le corps. Point 5. La direction américaine de Case, la filiale travaux publics de Tenneco, commence à tisser sa véritable toile stratégique. Elle utilise le formidable réseau de distribution mondiale de Poquelin pour y glisser sournoisement ses propres petites chargeuses et ses tractopelles. Point 5 jaune. Les concessionnaires Poquelin, autrefois fiers ambassadeurs exclusifs de la haute technologie française, sont forcés de vendre le catalogue complet du groupe américain. La cannibalisation commerciale est violemment en marche. 1.5. À God Dior. Le coup de grâce hiérarchique tombe sans faire aucun bruit. Les cadres historiques de Poquelin, farouchement fidèles à la famille Bataille, point 5, sont méthodiquement écartés des postes clés de décision. Ils sont poussés vers des retraites anticipées ou transférés vers des fonctions purement honorifiques. Point 5. Tenneco place ses propres pions à tous les niveaux de direction. Le contrôle opérationnel est désormais total et absolu. La grande citadelle de Crépy-en-Valois est définitivement tombée sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. 1.5. Pour les ouvriers picards, la réalisation est d'une brutalité inouïe. Ils franchissent les grandes grilles de l'usine chaque matin. Point 5. Mais ils savent parfaitement désormais qu'ils ne travaillent plus pour une grande famille française. Point 5. Ils ne travaillent plus pour l'honneur de la belle mécanique nationale. Point 5. Ils pointent à l'heure pour alimenter une lointaine machine financière sans aucun visage. Ils vendent leur force musculaire et leur savoir-faire très pointu à des actionnaires texans qui ne sauront jamais situer Crépy-en-Valois sur une... Point 5. Carte géographique de l'Europe. Point 5. Le grand paternalisme protecteur s'est volatilisé pour laisser place à la froideur clinique de la mondialisation sauvage. Point 5. Agode. 1.5. Les immenses presses emboutissent toujours l'acier épais. Les pompes hydrauliques crachent toujours leur fluide à très haute pression. Point 5. Le vacarme industriel reste assourdissant, mais ce n'est plus le bruit glorieux d'une création collective. Point 5. C'est le ronronnement sourd et mécanique d'une entreprise sous perfusion, totalement soumise à une volonté étrangère toute puissante. Point 5. Le fier emblème Poquelin, gravé sur le lourd flanc métallique des machines, résonne de plus en plus comme un glorieux mensonge du passé. Point 5. La dépossession est désormais parfaitement achevée. L'Empire rouge n'appartient plus à ceux qui l'ont forgé. Il est prêt à être démantelé, point 5 pièce par pièce, au nom sacré de la rentabilité globale. Le tout prochain chapitre s'écrira avec une couleur radicalement différente. La couleur de l'effacement total. Chapitre 7. L'effacement du rouge 1.5, l'année 1987, marque le début de la fin pour l'identité visuelle de Poquelin. À Houston, au Texas, point 5, les dirigeants de Tenneco prennent une décision irrévocable qui va briser le cœur de milliers d'ouvriers français. Point 5. Le groupe américain décide de fusionner totalement les activités de travaux publics de Case et de Poquelin. Dans les bureaux de marketing américains, point 5. Le nom Poquelin est désormais jugé superflu, voire gênant pour l'unification de la flotte mondiale. Ils veulent une marque unique, unifiée. Point 5 sous le giron de Case. L'ordre tombe brutalement sur les bureaux de Crépy-en-Valois. Point 5. Il faut cesser immédiatement de produire sous la bannière Poquelin. 1.5. Le choc est d'une violence inouïe. Dans les ateliers, point 5. Les peintres industriels reçoivent une consigne qui leur semble sacrilège. Point 5. Ils doivent vider les cuves du rouge vif iconique qui faisait la fierté de la Picardie depuis des décennies. À la place, point 5. On livre des fûts d'une peinture jaune ocre, le fameux Power Tan de chez Case. Les ouvriers regardent les premières tourelles sortir des cabines de peinture avec une incrédulité mêlée de dégoût. Le rouge Poquelin n'était pas qu'une simple couleur. C'était un drapeau industriel. C'était le signe de reconnaissance d'une technologie supérieure. Point 5. En recouvrant le rouge par le jaune, Tenneco n'essaie pas seulement de standardiser une production. Point 5. Le conglomérat tente d'effacer la mémoire d'un peuple de constructeurs. 1.5 sur les chaînes de montage de Crépy-en-Valois. Point 5. L'ambiance devient funèbre. Les mécaniciens installent des moteurs et des vérins sur des châssis qui ne leur appartiennent plus visuellement. Le logo au cheval bondissant, symbole de l'énergie et de la jeunesse de la marque fondée par Georges Bataille, est méthodiquement retiré. 5. On le remplace par les lettres noires et massives de Case. Pour les anciens de l'usine, ceux qui ont connu l'épopée glorieuse de la Teguay 45, point 5. Changement de livret,
ressemble à une profitation. Ils ont le sentiment douloureux de trahir l'héritage de la famille Bataille à chaque coup de pistolet à peinture. 1.5. L'effacement ne s'arrête pas à la couleur. Tenneco entreprend un démantèlement technologique silencieux. Les bureaux d'études de Crépy-en-Valois, 5. Autrefois fer de lance de l'innovation hydraulique mondiale, sont mis sous tutelle. Les ingénieurs américains imposent leurs propres composants, 5. Souvent moins performants mais plus économiques à produire à grande échelle. La spécificité technique française, 5. Cette fameuse haute pression qui faisait la différence sur le terrain est sacrifiée sur l'autel de la rentabilité financière immédiate. 5. Les brevets historiques sont absorbés par la maison mère. On assiste à un véritable pillage intellectuel. Case récupère le savoir-faire hydraulique de Poquelin pour l'intégrer à ses propres machines, tout en faisant disparaître le nom du créateur originel. Sur le marché mondial, la confusion est totale. Les clients fidèles, ceux qui achetaient une Poquelin les yeux fermés, ne reconnaissent plus leur engin fétiche. Les concessionnaires tentent désespérément d'expliquer que sous la peinture jaune Case, 5 bat toujours un cœur hydraulique Poquelin. Mais l'argument peine à convaincre. Une marque patrimoniale repose sur une promesse visuelle et émotionnelle forte. En brisant le lien entre le nom, la couleur rouge et la technologie, 5 Tenneco brise le capital confiance accumulé sur 60 ans. Les ventes commencent à fléchir sérieusement. 5 La bête jaune n'a plus le charisme de la légende rouge. 1.5 À Crépy-en-Valois. 5 La direction américaine passe à la phase suivante de son plan stratégique, la rationalisation des coûts fixes. Sous prétexte de doublons avec d'autres usines du groupe Case dans le monde, des lignes de montage entières sont fermées. 5 Le complexe industriel gigantesque, conçu pour dominer le monde, commence à sonner creux. 5 Des halls de fabrication immenses sont plongés dans l'obscurité. 5 Les machines-outils de précision sont vendues aux enchères ou transférées vers des sites plus rentables. Le déclin n'est plus une simple rumeur de vestiaire. C'est une réalité physique qui ronge les murs de l'usine jour après jour. 1.5 Le moment le plus symbolique et le plus cruel survient lorsque les ouvriers doivent décrocher l'immense enseigne Poquelin qui trônait au sommet de 5 L'usine. Pendant des années, ces lettres blanches avaient servi de point de repère à toute la région. Elles brillaient dans la nuit. 5 Rappelant à tous que Crépy-en-Valois était le centre d'un empire mondial. Sous les yeux des habitants silencieux, 5 Les grues descendent les lettres une à une. Le mur de briques laisse apparaître une trace plus claire, une cicatrice rectangulaire, là où le nom était fixé. On installe à la place le nouveau logo Case. 5 La citadelle a officiellement changé de maître et de nom. Les ouvriers qui sortent de l'usine à la fin de leur quart ne relèvent même plus la tête. La fierté place à une résignation amère. 5 Ils ne sont plus les bâtisseurs d'un fleuron national. 5 Ils sont devenus les simples exécutants d'une multinationale américaine qui gère son portefeuille d'actifs avec une froideur chirurgicale. 5 Les salaires sont toujours versés, mais l'esprit est mort. Le paternalisme des batailles, avec ses fêtes et sa proximité, a été balayé par les rapports trimestriels et les audits de productivité anonyme. 1.5 À la fin de la décennie 1980, 5 Processus d'effacement est pratiquement achevé. Dans les catalogues officiels de travaux publics, 5 Le nom Poquelin a quasiment disparu de la catégorie des pelles hydrauliques. Seule subsiste une petite entité, Poquelin Hydraulics. 5 Que la famille Bataille a réussi à conserver de justesse pour produire des composants et des moteurs hydrauliques spécifiques. 5 Mais pour le grand public et pour le monde du bâtiment, l'empire de la pelle rouge est mort. Il a été dévoré. 5 Digéré et excrété par le capitalisme financier. 1.5 L'usine de Crépy-en-Valois continue de fonctionner. Mais elle n'est plus qu'une pièce interchangeable dans un puzzle industriel global géré depuis le Texas. Le génie de Georges Bataille, 5 La sueur des pionniers picards et la splendeur du rouge vif ont été recouverts par une couche de peinture ocre et de cynisme corporatif. 5 Le grand effacement a réussi. Une icône industrielle française vient de s'éteindre officiellement. 5 Victime d'une alliance qui n'était en réalité qu'une capture planifiée. L'histoire se termine par un silence de plomb dans les bureaux de direction. 5 Pendant que les dernières pelleteuses rouges partent à la ferraille, emportant avec elles les souvenirs d'une France qui osait encore défier les géants. Chapitre 8 Les séquelles de la cupidité financière. 1.5 L'année 1999. Le siècle s'achève lourdement. À Crépy-en-Valois, 5 Le grand silence a définitivement remplacé le vacarme glorieux des années 60.
L'usine géante. Point 5. Autrefois construite avec une fierté immense pour conquérir le monde entier. 5. Ressemble désormais à un gigantesque cimetière de briques et d'acier rouillé. Tenneco a achevé son travail chirurgical de rationalisation extrême. 5. Le puissant conglomérat américain a méthodiquement dépecé l'empire historique fondé par le visionnaire Georges Bataille. Point 5. Le prestigieux nom Poquelin a été purement et simplement effacé de tous les catalogues de travaux publics mondiaux. Point 5. Les formidables pelles rouges sont devenues de simples reliques du passé. Point 5. Des souvenirs mélancoliques que les vieux terrassiers français regardent aujourd'hui avec une nostalgie profondément douloureuse. Point 5. 1.5. La stratégie implacable de la direction de Case, la branche équipement de Tenneco, était purement mathématique. 5. Pourquoi s'entêter à maintenir 2 lignes de produits directement concurrentes sur le même marché? Pourquoi payer des ingénieurs français réputés pour leur indépendance d'esprit quand on peut facilement imposer des standards industriels américains? Point 5. Parfaitement uniformisé. La logique financière froide a totalement écrasé la passion industrielle. Les immenses ateliers Picard ont subi des vagues de licenciements massifs et d'une violence sociale inouïe. Point 5. Des milliers d'hommes et de femmes ont brutalement perdu leur emploi. Des familles entières. Point 5. Qui vivaient quotidiennement au rythme régulier des sirènes de l'usine. Point 5. Se sont retrouvés subitement plongés dans l'angoisse du chômage et de la précarité économique. La dynamique ville de Crépy-en-Valois a perdu son cœur battant. Les petits commerces locaux ont fermé leurs portes un à un. L'économie de toute une région a subi une onde de choc dévastatrice et durable. 1.5. Les repreneurs américains n'ont en réalité jamais compris la véritable valeur intrinsèque de l'empire Poquelin. Ils ont acheté un bilan comptable attractif, un vaste réseau international de concessionnaires et des brevets technologiques cruciaux. Point 5. Mais ils ont totalement ignoré l'importance vitale du capital humain. Point 5. Ils ont gravement sous-estimé la loyauté viscérale des clients mondiaux envers la mythique marque rouge. En détruisant délibérément l'identité visuelle forte et la spécificité technique des machines, ils ont littéralement détruit l'âme même du produit. Le marché mondial des engins lourds n'a pas du tout pardonné cette trahison commerciale évidente. Point 5. Les parts de marché espérées par Case n'ont jamais atteint les sommets arrogants promis par les analystes financiers de Houston. Point 5. Les clients historiques de Poquelin, se sentant floués, se sont rapidement tournés vers de nouveaux concurrents beaucoup plus agiles. Les redoutables constructeurs japonais, notamment Komatsu et Hitachi, Point 5. Ont profité de ce chaos stratégique pour envahir le marché européen et américain. Ils ont offert une nouvelle forme de fiabilité hydraulique. 5. Comblant le grand vide laissé par la disparition forcée de la technologie française. Pourtant, Point 5. Dans ce vaste champ de ruines industrielles et sociales, une petite flamme incandescente a refusé de s'éteindre totalement. La famille Bataille, Point 5. Bien qu'évincée cruellement de la direction mondiale des pelles mécaniques, Point 5. S'est battue avec un acharnement admirable pour sauver une fraction de son grand héritage technique. 5. Les fondateurs ont réussi in extremis à conserver l'activité de conception et de fabrication des moteurs hydrauliques à piston radio. Point 5. Une technologie ultra spécialisée, minutieusement nichée dans un coin isolé de l'ancien complexe industriel. Poquelin, hydraulique, est officiellement né de ses cendres encore chaudes. Une entreprise beaucoup plus petite en taille, très modeste. Point 5. Mais redoutablement experte dans son domaine pointu. Point 5. Pierre Bataille a dirigé cette nouvelle entité restreinte avec la même passion ardente que son père. Il a prouvé au monde industriel que le génie mécanique de la famille Picard n'était pas mort sous les coups de boutoir des financiers texans. Point 5. Poquelin Hydraulique s'est rapidement devenu un leader mondial respecté dans la transmission hydrostatique complexe. Point 5. C'est une victoire technologique éclatante de l'ingénierie de pointe sur la finance de masse. Mais cela reste une victoire au goût amer. Elle rappelle constamment l'immensité de ce qui a été froidement sacrifié. 1.5. L'histoire bouleversante de Poquelin à Crépy-en-Valois dépasse largement le cadre d'un simple fait divers économique régional. Point 5. C'est une parabole universelle et intemporelle sur les dangers mortels de la mondialisation dérégulée. Point 5. C'est le récit tragique d'une collision frontale et brutale entre deux visions du monde. Le capitalisme industriel d'un côté, Point 5, et le capitalisme financier de l'autre. Georges Bataille incarnait parfaitement le premier modèle. Point 5,
Un capitalisme fermement ancré dans un territoire géographique défini, un véritable créateur de richesses tangibles. 5. Farouchement soucieux de la qualité absolue et de la durabilité de son outil. Tenneco représentait magistralement le second modèle. Point 5. Un capitalisme totalement hors sol, obsédé de manière maladive par la distribution de dividendes trimestriels. 5. Incapable de bâtir un esprit de corps mais redoutablement efficace pour démanteler des structures existantes afin d'en extraire la moelle financière. La longue agonie de Poquelin pose une question philosophique majeure à notre époque contemporaine. Une entreprise manufacturière de premier plan peut-elle réellement survivre à long terme si elle perd le contrôle strict de sa destinée stratégique? Point 5. La réponse sombre se trouve aujourd'hui dans les halls vides et silencieux de la ville de Crépy-en-Valois. Point 5. Un grand conglomérat international peut facilement acheter les murs d'une usine avec un chèque. Il peut confisquer des brevets d'invention. Il peut exploiter commercialement une marque déposée reconnue. Point 5. Mais il ne pourra jamais acheter l'étincelle de passion d'un ouvrier qualifié pour la belle mécanique. Il ne pourra jamais acquérir l'histoire humaine intime qui relie organiquement un créateur génial à son invention révolutionnaire. Quand la logique stérile des tableaux comptables remplace définitivement la logique créative de l'établi, l'entreprise perd instantanément son instinct de survie primaire. 1.5. Aujourd'hui, si vous prenez le temps de parcourir les petites routes brumeuses de la région de Picardie, vous croiserez peut-être quelques vieux bâtiments industriels reconvertis en entrepôts logistiques anonymes. Point 5. Vous rencontrerez des hommes aux cheveux gris qui parlent encore avec une émotion palpable de « la grande maison ». Ils vous raconteront avec des yeux brillants le bruit des moteurs hurlants, l'odeur caractéristique de l'huile sous pression. Point 5. La grande fraternité ouvrière des ateliers de soudure. Ils se souviennent avec une précision intacte d'une époque révolue où la nation française exportait fièrement sa puissance mécanique brute sur tous. Point 5. Les continents. Une époque héroïque où la couleur rouge sang dominait sans partage le monde impitoyable du terrassement mondial. 5. Aguiar. Poquelin est mort de sa propre ambition démesurée. Point 5. La volonté farouche et aveugle de conquérir le marché américain à n'importe quel prix a grandement ouvert les portes du château aux envahisseurs. Point 5. Étranger. Le choc pétrolier brutal de 1913 a simplement fourni l'arme de destruction massive. Point 5. Mais le véritable bourreau méthodique reste incontestablement l'indifférence glaciale de la finance globale. Les banquiers pressés et les actionnaires lointains ont lâchement débranché la machine respiratoire d'un colosse momentanément malade au lieu de lui. Point 5. Prodiguer les soins nécessaires. 5. Ils ont cyniquement transformé une épopée humaine et technologique extraordinaire en une simple ligne de perte et profit à rayer d'un trait de stylo. 1.5. Agode. La mythique pelle timidieusement étudiée dans les prestigieuses écoles d'ingénieurs comme un chef-d'œuvre absolu de point 5. Conception hydraulique novatrice. Mais le destin tragique et injuste de l'entreprise Poquelin devrait tout aussi impérativement être enseigné dans toutes les grandes écoles de commerce. Point 5. International. Pour rappeler sévèrement aux futurs décideurs financiers une vérité historique, implacable et douloureuse. Une grande entreprise industrielle meurt toujours le jour précis où les hommes froids en costume-cravate prennent définitivement le pouvoir absolu sur les hommes passionnés en bleu de travail.